Au début du XIXe siècle, l'Allemagne n'existe pas. Elle n'est qu'un assemblage d'États, une mosaïque sans cohésion, un territoire morcelé que les puissances européennes manipulent comme un échiquier. La Prusse, encore affaiblie par l'onde de choc napoléonienne, cherche sa place dans un monde dominé par des empires plus anciens, plus vastes et plus assurés d'eux-mêmes. Pourtant, au cœur de cet ensemble indistinct, un homme se prépare à transformer la logique de la guerre. Pas un conquérant flamboyant, pas un guerrier charismatique, mais un stratège silencieux, méthodique, obsédé par les faits, les chiffres, les cartes, la préparation. Un architecte de l'ombre, Helmut von Moltke l'Ancien. En un demi-siècle, Moltke modifie la manière même de faire la guerre. Il remplace l'intuition par la méthode, le panache par l'organisation, l'improvisation par la prévision scientifique. Il transforme une armée prussienne, hésitante en l'instrument, militaire le plus efficace du continent. Et de ses plans naîtront 3 guerres, 3 victoires, et finalement un empire, l'Empire allemand. Helmut von Moltke n'est pas seulement un général victorieux, c'est le fondateur d'un système militaire appelé à dominer l'Europe pendant un demi-siècle. Comprendre Moltke, c'est comprendre l'unification de l'Allemagne, la transformation de l'État moderne et l'évolution de la guerre elle-même. Voici l'histoire du plus important organisateur militaire du XIXe siècle. Un homme dont l'influence se mesure non seulement en batailles gagnées, mais en structures créées. Vous êtes prêts? C'est parti! Au lendemain de la défaite prussienne face à Napoléon en 1806, l'Europe est encore secouée par les répercussions des guerres impériales. Cet événement n'est pas seulement une humiliation militaire, c'est une fracture systémique. Il révèle brutalement l'obsolescence du modèle prussien hérité du XVIIIe siècle. La Prusse découvre que son armée statique, rigide, fondée sur la répétition mécanique des manœuvres de Frédéric II, est incapable de rivaliser avec une guerre fondée sur la vitesse, la concentration des forces et la mobilisation nationale. Les élites militaires comprennent que le monde a changé, mais elles ne savent pas encore comment s'adapter. La Kelmine, Allemagne, n'est alors qu'un ensemble de royaumes, duchés, principautés et cités libres. Il n'existe ni unité politique, ni projet commun, ni stratégie partagée. La Confédération germanique, créée en 1815, est un système diplomatique plutôt qu'un État. Chaque territoire poursuit ses objectifs, souvent contradictoires, ce qui rend impossible l'émergence d'une puissance unifiée. Cette fragmentation n'est pas simplement géographique, elle est institutionnelle, économique, stratégique. Elle empêche toute vision militaire cohérente. Face à cette situation, la Prusse comprend que son avenir dépend de sa capacité à se réinventer. Les réformes de Scharnhorst et Gneisenau modernisent l'armée. Abolition partielle des privilèges, ouverture du corps des officiers, création d'un état-major embryonnaire, importance donnée à l'instruction et à la réflexion stratégique. Mais ces réformes, bien que profondes, restent incomplètes. Elles posent la base d'un système qui devra attendre un homme pour atteindre la maturité, Moltke. C'est l'élément décisif. Le XIXe siècle transforme les guerres de manière silencieuse mais irréversible. Le rail crée une vitesse stratégique inconnue auparavant. Les armées ne marchent plus pendant des semaines, elles sont transportées. Le télégraphe réduit l'espace opérationnel. Les informations circulent plus vite que les mouvements de troupes. L'industrie métallurgique produit des armes standardisées. L'armement cesse d'être artisanal. Il devient industriel. La démographie s'accroît. Les États peuvent mobiliser des masses humaines inédites. Ce contexte technologique prépare une transformation doctrinale que peu de chefs militaires comprennent encore. Moltke sera l'un des premiers à saisir que la guerre de demain doit être pensée comme un système, un ensemble où transport, communication, renseignement, planification et exécution ne sont plus séparés mais intégrés. Sans ce paysage politique, militaire et technologique, Moltke ne serait qu'un général compétent parmi d'autres. Mais la situation unique du XIXe siècle, un monde en recomposition, une Prusse en quête de renaissance, une Allemagne divisée, une révolution industrielle en plein essor, offre à Moltke la possibilité de devenir plus qu'un chef militaire, un organisateur, un architecte, un fondateur.
Il arrive au moment précis où la Prusse a besoin d'un cerveau méthodique, d'un planificateur froid, d'un stratège capable de transformer des innovations techniques en puissance militaire réelle. Helmut Karl Bernhard von Moltke naît le 26 octobre 1800, dans une famille noble mais modeste du Mecklembourg. Contrairement à d'autres figures militaires, il ne grandit pas dans l'ombre écrasante d'un père général ou d'une tradition familiale flamboyante. Cette absence d'aura militaire préexistante a un effet structurant. Moltke se construit par l'étude, non par l'héritage. Il développe une discipline mentale fondée sur l'analyse, l'observation, la précision, 3 traits qui deviendront sa marque intellectuelle. Son enfance est marquée par une rigueur quasi protestante. Peu de mots, beaucoup de travail, une exigence personnelle élevée. Moltke intègre l'armée prussienne en 1819, une période charnière. La Prusse n'est plus humiliée par 1806, mais elle n'a pas encore retrouvé une identité militaire solide. Les réformes engagées après les guerres napoléoniennes ont produit une armée plus professionnelle, mais qui manque encore d'un état-major réellement structuré, d'une doctrine cohérente, d'une vision stratégique unifiée. Moltke va précisément se former au moment où l'armée tente de se reconstruire intellectuellement. Cette conjonction entre une institution en mutation et un jeune officier méthodique crée un terrain propice à l'émergence d'un esprit original. L'étape décisive de sa formation est son passage à l'Académie de guerre de Berlin, l'un des rares lieux où l'armée prussienne encourage véritablement la réflexion. Il y découvre la pensée de Clausewitz, le concept de friction, l'incertitude comme essence de la guerre, la primauté de la stratégie sur le génie individuel, le rapport entre politique et guerre. Moltke ne deviendra jamais un clone de Clausewitz, mais il absorbe sa logique. La guerre est un organisme complexe, soumis à des forces imprévisibles. La science militaire moderne est la géographie militaire, topographie, logistique, histoire militaire comparative. Moltke se distingue par une capacité rare, transformer les principes théoriques en outils concrets pour la planification militaire. C'est un élément souvent sous-estimé mais fondamental. Moltke développe très tôt un intérêt obsessionnel pour la géographie. Il ne l'étudie pas comme une discipline académique, mais comme un outil stratégique. Pour lui, le terrain impose des contraintes. Les routes conditionnent le rythme, le relief détermine les axes d'attaque, les distances dictent la flexibilité opérationnelle. Cette approche quasi scientifique du terrain sera l'un des fondements de son génie. Moltke planifie toujours en intégrant les caractéristiques géographiques réelles, non celles idéalisées sur une carte. Entre 1835 et 1839, Moltke séjourne dans l'Empire ottoman comme conseiller militaire. Cette période joue un rôle essentiel dans sa maturation. Il découvre des armées désorganisées. Cela renforce sa conviction que structure courage, système impulsion. Moltke prend le contrôle de l'état-major, et c'est bel et bien un tournant. Très calme mais décisif, lorsqu'il devient chef d'état-major général, Moltke ne reçoit pas un outil prêt à l'emploi. Il hérite d'une institution encore embryonnaire, mal définie, partagée entre traditions du XVIIIe siècle et réformes inachevées. Ce n'est pas un commandement opérationnel direct. C'est un poste administratif, théoriquement secondaire, mais Moltke comprend immédiatement son potentiel. Ce poste lui permet non seulement d'étudier, mais d'organiser l'armée dans ses fondements. Il va en faire le centre nerveux de la puissance prussienne. Avant Moltke, l'état-major prussien ressemble à un bureau de planification limité, sans cohérence doctrinale et sans structure solide. Moltke impose une méthodologie scientifique basée sur 4 piliers. Carte détaillée, statistiques démographiques, capacité industrielle, infrastructures ferroviaires, resources enemies. Il crée l'un des premiers services de renseignement stratégique moderne. Chaque information doit être validée, centralisée, mise en relation avec les capacités réelles de l'armée. Cette rigueur bureaucratique est la base du système Moltke. Moltke refuse les plans rigides. Il prépare plusieurs plans simultanés, adaptables selon la situation. Chaque plan est conçu comme une structure flexible, non un script. Il exige que les officiers d'état-major soient capables de penser, non simplement d'obéir,
Cela marque une rupture profonde. Il crée une élite militaire basée sur le mérite intellectuel. La révolution industrielle transforme le déplacement des armées. Mais peu de stratèges comprennent la portée de cette transformation. Moltke, lui, en fait le pilier central de son système. Les chemins de fer permettent de déplacer en quelques jours ce qui prenait autrefois des semaines. Moltke comprend que la supériorité viendra non du nombre, mais de la vitesse d'assemblage. Et là, le concept de timetable warfare devient déterminant. Il élabore des plans où chaque mouvement est coordonné selon les horaires ferroviaires. Chaque armée est transportée selon une séquence millimétrée. Les soldats marchent encore au combat, mais ils sont projetés à proximité du front. Cela permet de concentrer les forces exactement au moment où l'ennemi est le plus vulnérable. Moltke fait cartographier et répertorier toutes les lignes ferroviaires. Aucune décision n'est prise sans intégrer les limites du réseau. C'est cette maîtrise du rail qui rendra possible les victoires rapides de 1866 et 1870. La vitesse de l'information devient une ressource stratégique. Moltke intègre le télégraphe à 2 niveaux. Il peut communiquer en temps réel avec Berlin. Le pouvoir politique et l'état-major deviennent un seul système décisionnel. La guerre des duchés, 1864, est le premier test du système Moltke, car il faut bien comprendre que c'est une guerre née d'un problème juridique, mais exploitée comme un levier stratégique. La question des duchés de Schleswig et Holstein est un conflit en apparence mineur, est un désaccord dynastique entre le Danemark et les États allemands sur l'héritage territorial. Mais pour Bismarck, c'est une opportunité politique. Et pour Moltke, c'est l'occasion concrète de tester son système militaire rénové. La Prusse s'allie à l'Autriche pour défendre les duchés. En réalité, elle prépare déjà la confrontation future avec l'Autriche. La situation militaire est un adversaire inférieur, mais un terrain complexe. Le Danemark n'est pas une puissance majeure, mais il possède 2 atouts, qui le système défensif fortifié de les Düppelschanzen, une ligne de fortification moderne qui bloque l'accès direct vers l'intérieur du Schleswig, une flotte puissante qui domine la Baltique et empêche toute utilisation du littoral par les Prussiens. Moltke doit donc concevoir une campagne terrestre efficace, rapide et politiquement présentable à l'Autriche qui partage le commandement. La Prusse et l'Autriche n'ont pas la même doctrine. Elles n'ont pas la même structure de commandement. Elles n'ont pas la même vitesse. Mais Moltke parvient à harmoniser les opérations en imposant 3 principes. Même avec un allié diplomatiquement supérieur, c'est l'état-major de Moltke qui conçoit la progression générale. Les Prussiens avancent à grande vitesse, les Autrichiens à un rythme plus classique. Moltke adapte les axes et les échéances pour éviter les ruptures de front. Le rail prussien transporte plus vite les troupes vers le front, permettant de prendre l'initiative sur les opérations critiques. C'est la preuve que le système Moltke est exportable, adaptable et capable d'imposer son tempo. Le point culminant de la campagne est l'assaut des fortifications de Düppel, en avril 1864. L'approche de Moltke est méthodique, qui est la reconnaissance exhaustive du terrain. Construction de tranchées d'approche, comme dans une guerre de siège moderne. Positionnement de l'artillerie selon un plan géométrique précis. Érosion progressive des défenses danoises. Exploitation de la supériorité prussienne en fusil à aiguille, Dreise. La bataille n'est pas un chef-d'œuvre tactique flamboyant. C'est une exécution froide, logique, structurée. Une opération qui fonctionne parce que tout a été préparé. Parce que chaque variable logistique a été intégrée. Parce que l'armée prussienne avance comme un organisme unique. Le succès est total. Les fortifications tombent en quelques heures. Moltke ne commande pas personnellement les troupes au front. Son génie réside ailleurs. Il conçoit le cadre stratégique, il organise l'architecture opérative, il laisse la tactique aux généraux sur place, selon l'Auftragstactique. Cette délégation contrôlée montre que son système fonctionne sans supervision constante. La guerre se conclut par une victoire prussienne et autrichienne. Les duchés sont annexés puis administrés conjointement. Mais l'enjeu réel est ailleurs. Moltke valide son modèle de mobilisation. Le rail, le télégraphe, la planification multiscénario, tout a fonctionné.
L'armée gagne confiance en son état-major. On suit désormais les plans de Moltke sans hésitation. Le public voit en la Prusse une puissance militaire renaissante. L'opinion allemande s'enthousiasme. L'Autriche se retrouve piégée dans un système qu'elle ne maîtrise pas. La coopération de 1864 sera le préambule à la guerre de 1866. La guerre des duchés n'est pas une épreuve majeure, mais elle est fondamentale pour 3 raisons. Elle valide le système, elle révèle les faiblesses autrichiennes, elle prépare l'armée à une guerre beaucoup plus rapide et complexe, celle de 1866, où Moltke affrontera directement l'Autriche dans un duel stratégique décisif. Après 1864, l'alliance Prusse-Autriche n'est plus qu'une façade. Les 2 puissances veulent contrôler les États allemands et l'enjeu décisif est simple. Qui unifiera l'Allemagne? La Prusse ou l'Autriche? Bismarck prépare la rupture diplomatique. Moltke prépare la rupture militaire. L'Autriche possède une armée plus nombreuse, un prestige symbolique supérieur, des alliés dans le sud de l'Allemagne. Mais elle n'a aucune cohérence opérationnelle, un commandement rigide et une mobilité stratégique inférieure. Moltke le sait et il va structurer son plan autour de ses faiblesses. Contrairement aux doctrines du passé, Moltke ne concentre pas son armée avant d'entrer en guerre. Il fait l'inverse, il disperse. 3 armées sur 3 axes distincts. Armée de l'Elbe, première armée, deuxième armée. Elles avancent sur des lignes séparées de plusieurs dizaines de kilomètres. Pourquoi cette dispersion? Parce que Moltke veut forcer les Autrichiens à se battre partout, à se diviser, à s'épuiser, à perdre l'initiative. Mais cette dispersion est contrôlée grâce au rail, au télégraphe, à l'Auftragstaktik. Les armées sont séparées au début, mais doivent se rejoindre au moment critique, créant une masse irrésistible. C'est l'idée centrale de Moltke, la convergence opérationnelle. Les Prussiens disposent du fusil à aiguille, Dreis, arme plus rapide à recharger que celle des Autrichiens. Mais Moltke ne s'appuie pas sur cet avantage technique seul. Il l'intègre dans son système. L'Autriche, charge frontale classique, colonne compacte, commandement centralisé. La Prusse, combat en tirailleurs, utilisation du terrain, cadence de tir supérieure, autonomie locale. La supériorité ne vient pas d'un outil, mais de l'harmonisation entre doctrine, armement et organisation. Les campagnes Moltke imposent le tempo, les Prussiens envahissent la Bohême avec une vitesse qui surprend totalement l'Autriche. Une invasion simultanée. 3 armées pénètrent par 3 vallées différentes. L'Autriche ne peut pas prédire où aura lieu la bataille principale. Chaque général prussien peut modifier sa route selon la situation tactique. L'Autriche reste rigide, lente, figée dans un plan unique. Le télégraphe permet à Moltke d'ajuster l'ensemble en temps réel, alors que les Autrichiens doivent utiliser des messagers à cheval. Le Sadowa-Königgrätz, 3 juillet 1866, est le moment où le plan Moltke atteint sa pleine expression. Une bataille commencée en infériorité. Lapinière, armée prussienne, engage le combat seule contre une armée autrichienne plus nombreuse. Le risque est extrême, mais Moltke l'a anticipé. La 2e armée, commandée par le prince Frédéric Charles, doit arriver en renfort au moment critique. Les Autrichiens sont enveloppés, dépassés, incapables de se réorganiser. La bataille est perdue en quelques heures. Sadowa n'est pas seulement une victoire tactique. C'est la preuve que le système Moltke fonctionne, dispersion initiale, convergence finale, autonomie locale, vitesse logistique, usage du rail, commandement flexible. La supériorité prussienne est structurelle et non circonstancielle. L'Autriche ne perd pas parce qu'elle se trompe un jour donné. Elle perd car elle est incapable de rivaliser avec un organisme moderne. La guerre ne dure seulement 7 semaines, c'est l'une des campagnes décisives les plus courtes de l'histoire européenne. Un chef-d'œuvre de planification et d'exécution. La victoire de 1866 transforme l'ordre allemand. L'Autriche est exclue de la politique germanique. La Prusse devient la puissance dominante du Nord. Les États allemands voient Moltke comme le maître de la guerre moderne. Le système prussien devient le modèle militaire de référence. Après 1866, il ne reste qu'un adversaire majeur à neutraliser avant l'unification complète. La France de Napoléon III.
Et Moltke est déjà en train de préparer cette confrontation. Après la victoire de 1866, la Prusse domine la sphère germanique. Mais tant que la France conserve son statut de grande puissance et son influence diplomatique, l'unification totale reste fragile. Napoléon III ne peut accepter une Allemagne prussienne forte. Bismarck exploite l'incident du télégramme d'Ems pour déclencher une guerre où la France apparaîtra comme l'agresseur. Pour Moltke, c'est l'occasion ultime. Tester le système dans une guerre à grande échelle, contre une armée réputée puissante, sur un terrain difficile, face à un adversaire doté d'une tradition militaire prestigieuse. La France a une armée professionnelle mais numériquement insuffisante. La Prusse a un système de conscription perfectionné, soutenu par une administration méthodique, un réseau ferroviaire optimisé, un état-major structuré. En chiffres, Prusse et États allemands du Nord, environ 2 millions d'hommes mobilisables. France, environ 350 000 disponibles immédiatement. Ce que Moltke comprend. La supériorité allemande réside dans l'organisation, non dans le nombre brut. La capacité à déployer des armées entières plus vite que l'adversaire donne l'initiative. En quelques jours, 3 armées prussiennes sont projetées sur le Rhin, avec une précision presque industrielle. Moltke divise ses forces en 3 masses opérationnelles. Première armée, Steinmetz. Deuxième armée, Frédéric Charles. Troisième armée, Kronprinz. Son objectif, avancer en éventail, comme 3 lames convergeant progressivement. Cette architecture permet d'étouffer les armées françaises, de fermer leurs possibilités de retraite, de forcer la bataille décisive dans une zone choisie par Moltke. La France est contrainte de réagir, jamais de dicter le tempo. Dès les premières semaines, la structure Moltke écrase la désorganisation française. Wissembourg, 4 août. La 3e armée surprend et écrase un corps français isolé. La rapidité allemande démontre que le rail et la planification donnent un avantage massif. Vrechwiller-Wörth, 6 août. Les Français montrent du courage, mais leur commandement est dépassé. Les Allemands imposent une pression continue, sans rupture, grâce à la multiplicité des unités convergentes. Spichern, 6 août. Là encore, une supériorité structurelle apparaît. Les initiatives locales allemandes fonctionnent, car le système encourage l'autonomie. Les initiatives françaises créent du chaos car leur doctrine est rigide. La France perd l'initiative dès les premiers jours. L'encerclement et la chute de Metz, Moltke transforme une retraite en piège. Le maréchal Bazaine tente de se replier sur Paris. Moltke anticipe cette manœuvre et lance une poursuite implacable. Les armées allemandes coupent progressivement les voies de retraite. À la bataille de Borny, Mars-la-Tour, Gravelotte. Elles sont le produit de la vitesse allemande. Les Français se retrouvent encerclés à Metz presque mécaniquement, comme conséquence de la structure opérationnelle. Le siège de Metz, plus de 170 000 soldats français immobilisés. Un coup stratégique majeur. Cette opération montre la maîtrise allemande du rythme, du positionnement et du verrouillage des lignes de communication. La bataille de Sedan, 1er septembre 1870, est l'une des démonstrations tactiques les plus célèbres de l'histoire moderne. Moltke anticipe la direction de fuite probable de l'armée de MacMahon. Il oriente ses forces pour fermer progressivement toutes les issues. L'armée française est encerclée en quelques heures. Sedan devient une poche. Les Allemands contrôlent les routes, les hauteurs, les axes ferroviaires. L'artillerie allemande écrase les positions françaises. Le système Krupp, avec ses pièces en acier, domine totalement. La France ne peut ni manœuvrer, ni briser l'encerclement. La capture de Napoléon III, le symbole est immense. Un empereur capitule devant un général prussien dont le visage est presque inconnu du grand public. Sedan est la consécration. Moltke a détruit une armée entière en une seule opération parfaitement exécutée. Le siège de Paris, la dernière phase méthodique et implacable. Après Sedan, l'Empire français s'effondre. La Nouvelle République veut continuer la guerre. Moltke répond non par une bataille, mais par un système de siège. Encerclement complet, coupure des communications, contrôle de la logistique, pression continue par l'artillerie, patiente érosion de la résistance politique et militaire,
Paris résiste, mais la ville tombe en janvier 1871. L'Allemagne naît dans la Galerie des Glaces le 18 janvier 1871 à Versailles. Guillaume Ier est proclamé empereur allemand. C'est l'acte final de l'unification allemande. Et Moltke est l'artisan militaire essentiel de cette naissance. 3 guerres. 3 victoires rapides, 3 démonstrations opérationnelles. Un système militaire devenu modèle pour l'Europe entière. Pourquoi 1870-1871 est l'apothéose de Moltke? La preuve ultime de son système, l'organisation, rail, télégraphe, autonomie, planification flexible. Tout converge pour produire une campagne presque parfaite. Cette victoire n'est pas obtenue contre une armée secondaire. Elle est arrachée à une grande puissance. Moltke n'est pas un tacticien isolé. Il est un architecte capable de combiner toutes les forces de l'État moderne. Sans Moltke, l'Empire allemand n'aurait pas la même forme, la même cohérence, ni la même légitimité militaire. Contrairement à Clausewitz, très théorique, Moltke n'écrit pas un ouvrage unique et monumental. Sa pensée s'exprime à travers des instructions, des notes internes, des rapports, des conférences, ses ordres opérationnels. L'essentiel de sa doctrine est pratique, orientée vers l'action, mais structurée par une logique rigoureuse. Pour comprendre Moltke, il faut comprendre son rapport à l'incertitude, sa manière de planifier et sa vision du commandement. Le concept central, aucun plan ne survit au contact avec l'ennemi. Cette phrase résume la philosophie de Moltke. L'incertitude est une donnée, pas un accident. Dans la guerre, les plans parfaits n'existent pas. Le terrain change, l'ennemi improvise, le chaos domine. Moltke accepte cette réalité au lieu de la combattre. Planifier, oui. Figé, jamais. Les plans doivent être préparés, testés. Structurés, mais modifiables à tout instant. La flexibilité devient une arme stratégique. La capacité d'adapter rapidement les opérations est plus importante que la qualité initiale du plan. Cette philosophie permet à Moltke de gérer des opérations complexes dans des contextes mouvants, siège de Paris. L'Auftragstaktik, la liberté encadrée. C'est l'un des apports doctrinaux les plus influents de Moltke. Il révolutionne le commandement en rompant avec la rigidité classique. Principe. Le commandant donne une intention, pas un protocole. Les subordonnés décident des moyens selon la situation réelle. Les éléments clés. Intention claire. Le chef doit expliquer ce qu'il veut atteindre, non la manière exacte d'y parvenir. Autonomie locale. Les officiers adaptent l'action en fonction du terrain, du moral, du rythme de l'ennemi. Confiance dans l'initiative. Un officier qui prend une initiative cohérente avec le but général est soutenu, même s'il s'écarte du plan initial. Réactivité structurelle. La décentralisation permet d'agir plus vite que l'ennemi, donc de conserver l'initiative. Effet global. Cette doctrine transforme l'armée prussienne en organisme réactif, plus rapide, plus agile, plus flexible que ses adversaires. Moltke s'inscrit dans la lignée de Clausewitz, mais l'adapte au XIXe siècle. La guerre est un prolongement de la politique, mais, dit Moltke, elle acquiert sa propre dynamique. La politique fixe les objectifs. Une fois en guerre, l'armée doit suivre une logique militaire cohérente, non des compromis diplomatiques. La responsabilité du soldat. Moltke estime que le chef doit respecter l'objectif politique, mais aussi protéger son armée d'exigences irréalistes. Ce positionnement explique son attitude lors du siège de Paris. Méthode, pression, mais refus de provoquer un bain de sang inutile. La vision géographique. Un stratège qui pense en cartes. Moltke est l'un des premiers à intégrer la géographie de manière aussi systémique. Le terrain comme structure, les rivières, vallées, montagnes, réseaux de routes deviennent les véritables hausses de ses plans. Le front large, pas la bataille pointue. Contrairement aux généraux qui cherchent la bataille décisive, Moltke pense en termes d'opérations étendues, détaillées, coordonnées, étagées. L'importance des lignes de communication. Il consacre un temps considérable à la protection. Des rails, des télégraphes, des routes. Le concept de fenêtre opérationnelle, une opération doit être menée dans un laps de temps précis avant que le terrain se gorge d'eau, les lignes se saturent. L'ennemi se regroupe,
C'est une manière quasi scientifique de concevoir les rythmes de la guerre. L'art de la mobilisation, transformer une nation en puissance militaire. Moltke élève la mobilisation au rang d'art stratégique. Une mobilisation plus importante que la bataille. Il sait que la manière dont une armée est rassemblée conditionne toutes les opérations suivantes. Le rail comme colonne vertébrale. Les horaires doivent être exacts. Les unités doivent arriver dans l'ordre voulu. Les trains doivent être affectés avec une précision absolue. La logique séquentielle. Chaque étape de la mobilisation doit nourrir la suivante. Du dépôt au régiment, à la division, à l'armée. Préparation multiscénario. Moltke prépare plusieurs plans de mobilisation selon les ennemis potentiels. Ce type de planification inspirera plus tard le plan Schlieffen. La guerre conçue comme système, la doctrine de Moltke. La clé pour comprendre Moltke est simple. Il est le premier à concevoir la guerre comme un système complet. Un système où les facteurs suivants interagissent. Logistique, géographie, renseignement, communication, état-major, production industrielle, mobilisation, commandement, doctrine, armament. La force de Moltke n'est pas d'exceller dans un domaine particulier, mais de relier tous les domaines pour produire une armée cohérente, un organisme. Pourquoi sa pensée influence encore le XXIe siècle? Aujourd'hui encore, l'OTAN utilise des principes directement hérités de l'Auftragstaktik. Les états-majors modernes reposent sur des doctrines très proches des siennes. La flexibilité opérationnelle reste un pilier. La combinaison rail-logistique-communication a été remplacée par air donné réseau, mais la logique est identique. Moltke n'a pas seulement révolutionné le XIXe siècle, il a posé les bases de la guerre moderne. Il faut bien comprendre les limites. Critique et controverse. Autour de Moltke, c'est bien bel et bien un stratège exceptionnel, mais pas un génie tactique flamboyant. Moltke n'est pas un général de bataille, au sens classique. Il ne se démarque pas par l'audace de Napoléon, la créativité tactique d'un Manstein, le commandement direct sur le champ de bataille. Sa force est ailleurs, dans la structure, la méthode, la coordination. Il n'a pas créé de bataille mythique où sa présence personnelle aurait changé le cours des événements. Son rôle n'était pas de micro-commander, mais de créer les conditions permettant la victoire. Ses succès viennent de l'architecture, pas d'un geste héroïque. La machine militaire qu'il construit repose sur une bureaucratie disciplinée, une administration rationnelle, une industrie en croissance, un réseau ferroviaire dense, des officiers éduqués, une cohésion politique solide entre roi, chancellerie et armée. Ce système n'est pas universel. Il fonctionne parce qu'il s'inscrit dans un écosystème prussien très particulier. Sans ce contexte, Moltke n'aurait peut-être pas été aussi influent. C'est une critique structurelle importante. Il n'est pas un génie isolé, mais le produit d'un environnement favorable qu'il a su exploiter. Dans certaines opérations, particulièrement après 1871, Moltke montre de la réserve, de l'hésitation, une prudence jugée excessive par certains contemporains et historiens. Sa direction de l'armée impériale, dans les années 1880, est perçue comme trop conservatrice. Il refuse les grandes réformes doctrinales, s'enferme parfois dans la routine. Cette prudence est la conséquence logique de sa philosophie. Il ne croit pas aux plans rigides ni aux grandes audaces. Il préfère une cohérence froide à l'audace risquée. Moltke systématise la guerre. Il en fait une discipline presque industrielle. Certains historiens estiment que cette mécanisation de la guerre a encouragé un militarisme prussien excessif, une dépendance à la solution militaire, une vision trop technicienne des conflits. Ce n'est pas Moltke qui crée le militarisme allemand, mais son système donne à l'armée allemande une efficacité tellement supérieure que le pouvoir politique va trop facilement utiliser l'instrument militaire dans les décennies suivantes. Cette critique devient particulièrement pertinente lorsque l'on observe l'Allemagne du début du XXe siècle. Certains historiens avancent que le système Moltke, l'état-major prussien, la culture stratégique allemande ont préparé le terrain pour les erreurs de 1914. L'obsession de la mobilisation rapide aurait rigidifié les décisions politiques en 1914. La centralité du plan
aurait inspiré le plan Schlieffen, utilisé ensuite de manière mécanique. La primauté de l'état-major aurait réduit la capacité politique à freiner l'escalade. Ces critiques relèvent davantage de la trajectoire historique allemande que de la pensée personnelle de Moltke l'Ancien. Il faut distinguer Moltke l'Ancien, architecte rationnel, Moltke le Jeune, chef d'état-major en 1914, moins compétent. La confusion des deux alimente des interprétations erronées. La question morale, une victoire trop efficace. Le paradoxe. Moltke a permis des victoires rapides, des guerres courtes, des campagnes structurées. Mais certains estiment que cette efficacité a légitimé la guerre comme instrument politique rentable, renforcé l'idée que la violence industrielle pouvait résoudre les conflits nationaux. C'est un débat plus moral qu'historique. Moltke agit dans un contexte où toutes les puissances européennes voient la guerre comme un outil normal. Il n'invente pas cette logique, il la maîtrise mieux que les autres. La critique la plus sérieuse est qu'un stratège est parfois dépassé par la politique. Moltke est un organisateur militaire exceptionnel, mais il n'est pas un visionnaire politique, il n'est pas un diplomate. Il est parfois surpris par les conséquences politiques de ses succès militaires. Exemple, après 1871, il sous-estime la capacité de la France à se reconstruire et la probabilité d'un nouvel affrontement à long terme. Il maîtrise parfaitement le domaine militaire, mais sa vision politique reste strictement alignée sur celle de Bismarck. Il n'a pas l'ampleur politique d'un Clausewitz ou d'un Foch. Les critiques se regroupent en 4 catégories. La limite tactique, pas un commandant de bataille charismatique. La limite contextuelle dépend fortement de l'environnement prussien. La limite stratégique postérieure, prudence excessive, vieillissement intellectuel. La limite politico-doctrinale. Son système, repris par d'autres, pouvait conduire à des dérives. Moltke n'a pas seulement gagné 3 guerres. Il a laissé derrière lui une architecture militaire complète, un modèle qui influence encore les armées contemporaines. Son héritage se décompose en 3 strates: institutionnel, doctrinale, opérationnel et technico-logistique. Aucune autre figure militaire du 19e siècle n'a produit un impact aussi profond et systémique. Avant Moltke, l'état-major n'est qu'un organe administratif secondaire. Après lui, il devient un cerveau national, un outil d'analyse, un lieu de planification centralisé, un instrument de pouvoir. L'état-major prussien devient le modèle mondial. Au Japon, en Russie, aux États-Unis, en Italie, en Autriche, les réformes militaires reprennent directement. L'organisation en sections, la planification multiscénario, l'étude de la géographie, la formation rigoureuse des officiers, la professionnalisation du commandement. Les officiers ne sont plus seulement des nobles. Ils deviennent des spécialistes, formés intellectuellement, sélectionnés sur leur capacité analytique. L'armée comme institution permanente, pas saisonnière. Moltke fait entrer la Prusse dans la modernité militaire. La guerre devient un processus continu, préparé en permanence, même en temps de paix. La contribution doctrinale de Moltke est massive. L'Auftragstaktik, sa plus grande innovation. La liberté encadrée reste le pilier. Des armées modernes, des unités spéciales, des groupes opérationnels complexes. C'est une doctrine toujours enseignée en Allemagne, en France, aux États-Unis, au Royaume-Uni, la planification flexible. Moltke introduit la logique suivante. Un plan n'est qu'une base. L'essentiel est la capacité d'adaptation. La vraie force réside dans la réaction rapide aux imprévus. Aujourd'hui, c'est la base des doctrines mission-commande occidentales. La conception de la guerre comme système intégré, c'est une des idées les plus modernes. Logistique, communications, mobilisation, renseignement, armement, doctrine, commandement. Pour Moltke, tout cela forme un organisme unique. Les armées contemporaines fonctionnent encore sur cette logique. Moltke est l'un des premiers à comprendre que la guerre du 19e siècle devient industrielle. Il invente des concepts repris en 1914, puis modifiés pour le 20e siècle. Chaque mobilisation moderne forme encore un calendrier logistique. Proche des modèles de Moltke, des forces dispersées peuvent converger au moment voulu pour obtenir un effet massif.
C'est l'ancêtre du concept moderne de bataille en profondeur ou des opérations interarmées. Les blocs de manœuvre opèrent de manière semi-autonome, dans un cadre unifié. Les opérations alliées de la Seconde Guerre mondiale, comme les percées de 1944, utilisent cette logique. Moltke n'est pas un technicien, mais il comprend la valeur des réseaux, des communications rapides, de la standardisation, du renseignement cartographique. Ses héritiers perfectionneront ces notions. Schlieffen, concept d'enveloppement total. Ludendorff, mobilisation totale de l'économie. Manstein, opération mécanisée flexible. Beaucoup de ces évolutions sont des prolongements directs du système Moltke. Sans Moltke, pas de victoire de 1866, pas de victoire de 1870-71, pas d'unification allemande dans cette forme, pas de domination prussienne sur le Reich. Son influence dépasse largement le domaine militaire. Il modifie la carte de l'Europe. Conséquence historique profonde. L'Allemagne unifiée deviendra l'une des puissances centrales du XXe siècle, pour le meilleur et pour le pire. Dans la mémoire allemande, Bismarck incarne l'État, Guillaume Ier incarne le pouvoir, Moltke incarne la méthode. Il ne suscite pas la passion ni l'admiration romantique. Il impose le respect par son efficacité, sa rigueur, sa constance, son absence de grandiloquence. Les militaires le considèrent comme l'un des plus importants théoriciens, praticiens du XIXe siècle. Moltke laisse 3 fondations majeures. Un modèle institutionnel. Là n'est-ce pas l'état-major moderne. Un modèle doctrinal. La décentralisation, la flexibilité, l'intégration systémique. Un modèle opérationnel. La convergence, la vitesse stratégique, la mobilisation industrialisée. C'est ce triptyque qui fait de lui non pas un simple général victorieux, mais un architecte du monde militaire contemporain. Helmut von Moltke l'Ancien n'est pas une figure militaire ordinaire. Il ne se résume ni à un exploit tactique, ni à un moment héroïque. Sa grandeur ne tient pas à un geste, mais à une construction. Il est le premier général moderne à considérer la guerre non comme une suite de batailles, mais comme un système total, un ensemble de facteurs humains, industriels, logistiques, politiques et géographiques, coordonnés à une échelle encore jamais atteinte. Moltke ne commande pas seulement des soldats, il commande un État en mouvement. Sa force n'est pas le charisme, ni la rhétorique, ni l'aura romantique des conquérants du passé. Sa force est celle d'un esprit froid, méthodique, discipliné, un organisateur de longue durée, un bâtisseur de structures. Il transforme un état-major imparfait en un cerveau national. Il transforme une armée prudente en une machine réactive. Il transforme la mobilisation en une science. Il transforme l'imprévu en variable maîtrisable. Moltke n'est pas un Napoléon prussien. Il est le premier ingénieur stratégique de l'ère moderne. La guerre des duchés, 1864, valide son système. La guerre austro-prussienne, 1866, révèle sa supériorité opérationnelle. La guerre franco-prussienne, 1870-71, consacre son génie stratégique. En 7 ans, son modèle militaire étouffe le Danemark, renverse l'Autriche, écrase la France, unifie l'Allemagne et donne naissance au Deuxième Reich dans la galerie des glaces. Moltke n'a pas seulement gagné, il a reconfiguré la carte de l'Europe. Son influence traverse le temps. Les états-majors modernes fonctionnent sur ces principes. Les doctrines de commandement occidentales reprennent l'Auftragstaktik. La planification militaire contemporaine repose encore sur la flexibilité, la redondance, la capacité d'adaptation, toutes idées nées sous son impulsion. Chaque opération militaire moderne, de l'OTAN aux armées asiatiques, porte encore la marque de Moltke. Cette idée que le commandement doit être clair, que les subordonnés doivent être autonomes, que la logistique doit être pensée en amont, que la guerre est un organisme vivant. Moltke n'est pas exempt de critiques. Prudence excessive à la fin de sa carrière, dépendance forte au contexte prussien, héritage parfois déformé par ses successeurs, influence indirecte sur des dérives du militarisme allemand. Mais aucune de ces limites n'annule la cohérence de son œuvre. Il reste le modèle de ce que l'on peut appeler un stratège systémique, capable de voir plus large que la bataille, plus loin que la campagne, plus profond que le plan.
Moltke appartient à la catégorie très rare, des hommes qui ont changé la nature, même de leur discipline. Ils ne commandent pas la guerre, ils la redéfinissent. Ils ne se contentent pas d'exploiter la révolution industrielle. Ils l'intègrent, l'organisent, l'harmonisent pour en faire la base d'un système militaire cohérent. Il ne construit pas une victoire ponctuelle, il construit un empire. Au final, Moltke n'est pas seulement le chef d'état-major qui a gagné l'unification allemande. Il est l'ingénieur d'une manière de penser le conflit, un modèle intellectuel pour les générations futures et l'un des fondements de la guerre moderne. Helmut von Moltke, l'ancien, n'a pas façonné l'histoire par le bruit des batailles, mais par la puissance silencieuse d'un système parfaitement conçu.